Je commence à en avoir sérieusement marre parce que je tombe toujours sur un clampin qui se perd au milieu du Pacifique et qui passe tout simplement plusieurs mois sur un rafio tout pourrave. Oui, il y a un gars qui s'appelle José, qui est un Mexicain, qui a eu des petits problèmes. José Alvaranja, c'est un pêcheur mexicain qui normalement est très aguerri sur la mer. Et pourtant, il y a une violente tempête tropicale qui va avoir raison de son expérience, mais surtout de son bateau de pêche. À cause de cette tempête, il va dériver pendant extrêmement longtemps dans le Pacifique, sans moyen de navigation évidemment, sans nourriture normal, et avec pour seule compagnie le cadavre de son ami. Par-dessus le marché, le type n'est pas resté une semaine en mer, il est resté 438 jours, un an et demi en pleine mer, normal. On va pas faire un cours sur l'océan Pacifique Nord, mais il faut contextualiser l'endroit. Cette partie de l'océan Pacifique, il est caractérisé par une grande diversité climatique et des conditions extrêmement variées. Les températures de l'eau, elles changent beaucoup en fonction de l'endroit où vous êtes. Les eaux sont relativement froides vers les côtes nord-américaines ou en Alaska, ou même en Colombie-Britannique, jusqu'aux eaux beaucoup plus chaudes vers la Californie et le Mexique. Donc ces différences de température d'eau vont créer des climats un peu dangereux. Vous avez des typhons, des fortes pluies, des vagues absolument énormes et même des ouragans. Et pourtant, il y a des gens qui vivent très bien dans cet endroit où c'est le bordel, par exemple, dans les îles Marshall. Les îles Marshall, c'est un tout petit état qui est composé d'atolls et d'îlots coralliens. Attention, la vie sur les îles Marshall, hein, c'est pas Tokyo, hein. Faut pas rêver, on peut pas tout avoir. Donc les gens là-bas, ils dépendent énormément de la pêche et de l'agriculture pour survivre. Tout ça pour dire que c'est la zone totale, cet endroit du monde. On est à présent le 17 novembre 2012, c'était il y a pas si longtemps. Alvaranja, 36 ans, ce fameux pêcheur mexicain, va se préparer pour une journée de pêche absolument normale. José, normalement, il a un pote, un collègue plutôt, avec qui il va pêcher absolument tout le temps. Sauf que là, il est pas disponible et pour le remplacer, il fait appel à un autre pêcheur qui s'appelle Ezekiel, qui a 22 ans. 30 heures de pêche en bord de rivage sont prévues. Et les deux hommes, ils espèrent attraper des requins, des marlins et des voiliers. Ces poissons sont particulièrement précieux, ils peuvent leur rapporter beaucoup d'argent s'ils en ont assez. Alors dans le village de pêcheurs de Costa Azul, au Mexique, la concurrence elle est extrêmement rude, et José, lui, à chaque fois qu'il sort, il espère revenir avec beaucoup de poissons. Normal. Aux toutes premières lueurs du jour, ils vont quitter le Costa Azul, qui est un petit village sur le côté de Chiapas. Tout ça à bord du bateau qui s'appelle le Camaroneros de la Costa, qui est une embarcation légèrement pourrave, on va pas se mentir, de 7,50 m, appelée un skiff. Les skiffs, c'est un type de bateau léger et maniable qui sont conçus pour naviguer dans des eaux peu profondes ou en mer calme. En mer calme, c'est important de détailler ça. Il est fabriqué en fibre de verre et ce bateau, il est à la fois durable et résistant à la corrosion, tout en étant suffisamment léger pour faciliter sa manœuvre. Il a un tout petit moteur hors bord qui est monté à l'arrière qui permet de propulser efficacement, bien qu'il ne soit pas très puissant. C'est un bon compromis entre maniabilité, prix et tout ça. À savoir que José ne roulait pas sur l'or, donc voilà, il faisait comme il pouvait. Il avait une barquette de lu pour naviguer, oui. Donc à bord va se trouver plusieurs outils de pêche rudimentaires, notamment une radio portable et une grande glacière pour stocker le poisson. Les premières heures de pêche, elles vont plutôt bien se passer puisqu'ils vont ramasser beaucoup de poissons. Ils vont attraper jusqu'à 500 kg de poiscaille, c'est quasiment beaucoup trop pour stocker ça dans leur glacière pourrie. Sauf qu'évidemment, ça va mal tourner. Comment on dit en anglais? Turn in not good. It runs rough. Oui, parce qu'une tempête va littéralement leur ravager la gueule. Et c'est vraiment le pire qui puisse arriver avec une telle embarcation. Faut savoir qu'une tempête tropicale dans les mers du Pacifique, c'est un phénomène météorologique extrêmement violent et imprévisible. Elle peut surgir soudainement, souvent sans beaucoup d'avertissement, et elle va se caractériser par des vents puissants, pouvant dépasser les 100 km/h, imaginez-vous, au milieu de la mer, avec une barquette de lu flottante, semi-flottante, fiffage de face, ça existe. Vous avez avec ça, évidemment, des pluies torrentielles et des vagues absolument colossales qui vont venir vous briser votre tête. Il y a un autre problème de taille, c'est que ces tempêtes, en plus d'être d'une violence colossale, elles durent plusieurs jours, souvent, en continu, tout simplement. T'es là avec ton Chocobén flottant, tu te prends une tempête qui dure 4 jours, sans problème. Alors, il flotte plus beaucoup à la fin. Et donc, à l'arrivée de cette fameuse tempête, les deux comparses, ils vont tenter de diriger le bateau vers les côtes, mais la pluie rend la visibilité impossible, et aucun d'eux ne voit le rivage, donc ils ne savent plus où ils sont. Leur bateau, il est extrêmement alourdi à cause de la prise de poisson qui était aussi colossale. Et justement, afin de pouvoir naviguer, ils vont devoir balancer du poisson par-dessus bord. Là, ils sont un petit peu dégoûtés. De surcroît, vous avez de l'eau qui va s'accumuler à l'intérieur du bateau, donc littéralement, le bateau est en train de couler. Figurez-vous que c'est seulement au bout du 5e jour que la tempête se calme et que là, ils vont pouvoir voir ce qui s'est passé, voir l'état du bateau. Il n'y a plus de moteur. C'est-à-dire, le moteur s'est envolé, il a repris sa liberté comme ça dans l'océan Pacifique. Si jamais vous croisez un moteur mexicain dans le Pacifique, c'est à lui, c'est à José. Hashtag rendez-lui son moteur. Vous avez aussi tout le matériel de pêche qui est perdu ou endommagé, et la plupart des appareils électroniques, je vous en parle même pas, ils sont tous défoncés.
Là, José et son compère, ils vont constater que la batterie, elle fonctionne encore et a un tout petit peu de jus. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer un message de détresse à la ville de Rodriguez. C'est vraiment le pire parce qu'au moment où ils envoient le message, la radio s'éteint. Plus de batterie, c'est fini. On est vraiment sur un scénario de film, donc impossible de les localiser. Bon, à un moment donné, ils vont regarder à l'horizon et ils vont apercevoir un énorme cargo. José, il va se souvenir que ça ressemblait de loin à un Lego. Il décide alors de nouer une chemise à un bâton et de la gonfler en drapeau pour se faire repérer. Et voilà, ils sont sauvés, fin de l'histoire. Pas du tout. Le bateau passe comme ça et José et son compère restent tout seuls dans l'eau. Personne ne les a vus. Truc horrible. Donc là, ils vont décider d'utiliser un tout petit miroir pour jouer avec le soleil et essayer de signaler leur présence au navire. Sauf que le miroir, il est beaucoup trop petit, il est donc inefficace. Pendant environ une semaine, il ne va pas pleuvoir et ils sont au bord de la déshydratation totale. Il y a un détail qui est absolument horrible, c'est que la langue de José, elle est tellement sèche et déshydratée et gonflée que le mec n'arrive même plus à parler tout simplement. Imaginez le truc. Donc il est comme ça, mais l'océan, enfin tu vois. Alors heureusement, la situation elle va changer lorsqu'il commence à repleuvoir enfin. Là, ils vont trouver des bouteilles flottantes dans l'eau, mais aussi un fût d'huile qui était vide. En rassemblant ces bouteilles en plastique, ils vont accumuler 72 petites bouteilles et un fût de 55 gallons. En pouvant récolter de l'eau de pluie, ils ont soutiré l'un des plus gros problèmes qu'ils pouvaient avoir, c'est-à-dire sécher sur place. Pour autant, tout n'est pas fini. Eux, ils ne savent pas que leur appel de détresse, il n'est pas arrivé, et les deux hommes, ils commencent à lentement survivre en mer. Un mois va se passer, je vous ai dit, ils sont restés très longtemps en mer. Et donc, durant ce premier mois, ils vont manger des tortues qu'ils arrivent à attraper. Alors, le détail de comment ils se nourrissaient, c'est-à-dire qu'ils attrapaient les tortues, et ils buvaient leur sang. Faut imaginer, t'as un Koopa-Troopa, là, tu le prends comme ça, voilà, comme ça. En fait, non, ils mettaient dans des verres le sang pour le boire, et ça les nourrissait. Les mecs buvaient du sang de tortue, les gars. Ils vont constater que ça marche très bien, parce qu'ils n'ont plus faim, et ça leur redonne beaucoup d'énergie. Alors, le jeune collègue de José, il est très efficace, il va attraper plein de poissons, des tortues, des méduses, des oiseaux de mer, et tout ça à main nue. Les jours vont passer, puis deviennent des semaines, les semaines se transforment en mois. José et son collègue ont perdu tout espoir de sauvetage et comptent désormais sur la chance de croiser un avion ou de dériver dans une zone fréquentée pour tout simplement être repérés. Sauf qu'avec aucun moyen de navigation, leurs chances d'être retrouvés ou d'aller quelque part sont quasi inexistantes. Et ça, ils le savent bien. Et donc ça va pas jouer forcément positivement sur le moral. Mais il y a aussi un truc qui les agresse beaucoup, et tout le temps, c'est le soleil. Ils ont rien pour se protéger. Ils n'ont absolument aucun moyen de fabriquer une tente ou une bâche pour se protéger. Donc ils utilisent une boîte en polystyrène qui est normalement destinée à stocker les poissons. Ils la retournent pour se créer un abri. La boîte, elle a à peu près la taille d'un frigo et elle devient leur refuge. Figurez-vous que toute la journée, ils restent dans une glacière tout simplement. Ils sont complètement recroquevillés et pliés en quatre. On va même découvrir plus tard que ça a bougé les vertèbres de José tellement il s'est plié tout le temps. Le jeune de 22 ans, il va commencer à flancher à peu près au bout de 2 mois d'après José, qui va commencer à se détériorer environ 2 mois après le début de leur aventure lorsqu'il va manger un oiseau. Il va manger un oiseau pourri, il va tomber malade. C'est pas le moment d'avoir une gastroentérite au milieu de la mer. Donc il va tomber gravement malade et José, il va pas comprendre qu'est-ce qui se passe. En examinant la carcasse d'un autre oiseau, il va découvrir un petit serpent jaune venimeux dans son estomac. Ce qui s'est passé, c'est que le jeune homme de 22 ans, le jeune marin, il a mangé tout simplement un oiseau qui avait été empoisonné. Il va mourir d'une cause terrestre alors que le gars était en pleine mer depuis des mois. Si ça c'est pas du bol, il est si malade qu'il pense mourir de douleur pendant la nuit suivante. José, il va le soigner du mieux qu'il peut, il va réussir à le rétablir. Mais à ce moment-là, évidemment, le jeune de 22 ans, il va perdre toute confiance en la nourriture, il va sombrer rapidement dans une profonde dépression. Seulement 4 mois plus tard, il va tout simplement mourir de faim parce qu'il a arrêté de... José, après ça, il va garder son corps durant 6 jours. Il lui parle comme s'il était encore vivant et se répond à lui-même. À la fin du 6e jour, réalisant son état mental un petit peu problématique, là, il va décider de balancer le corps à la mer parce que voilà, ça commençait à schlinguer un peu. Mais évidemment, il va d'abord récupérer les vêtements de son camarade, voilà, pour en faire des choses. Alors, l'histoire ne nous dit pas s'il l'a un petit peu croqué, voilà, ça c'est un peu secret. José, il va continuer à se nourrir comme il peut, avec ce qu'il trouve, comme cette fois où il a trouvé un sac poubelle flottant qui contenait une toute petite quantité de choux à moitié rance, des carottes et du lait. Littéralement, il a trouvé un sac Carrefour au milieu de l'océan qui était semi-rempli. José, à cette allure, il va sombrer un petit peu dans la dépression au fur et à mesure du temps. Faut savoir que José a extrêmement peur de la mort et il est très croyant, ce qui l'empêche de se jeter à l'eau et de tout arrêter, vous voyez ce que je veux dire. Il dira qu'il y pensait souvent, mais que sa foi l'a sauvé. Et qu'il avait peur de canner. Et donc pour tenir bon, son cerveau, il va créer des hallucinations si puissantes qu'elles deviennent des souvenirs vivaces. Il imagine manger des festins imaginaires, fait des rencontres amoureuses fabuleuses,
parcourt le monde alors qu'en réalité, il ne fait que tourner en rond dans sa bicoque de 1m50, perdu au milieu du Pacifique. Alors quand quelqu'un est confronté à un isolement extrêmement prolongé comme celui de José, le cerveau il peut développer des mécanismes d'adaptation absolument incroyables. D'un point de vue neurologique, la privation de stimulation sensorielle et sociale, elle peut conduire à des changements très importants dans le fonctionnement cérébral. On appelle ça la plastie du cerveau, donc voilà, votre cerveau il va se mettre à changer physiquement. Le cerveau il est en quête de sens et de réconfort, et donc il va produire des hallucinations pour compenser ce manque de stimulation. Ces hallucinations, elles peuvent devenir si réalistes que la personne les perçoit comme des événements réels qui offrent une forme de soulagement psychologique. Un jour, José, il va croiser un oiseau qui est un peu différent des autres, et il va tout simplement décider comme ça de le prendre comme ça et de l'adopter. C'est-à-dire, il va se faire un copain oiseau. Il va lui installer même un petit abri de fortune, il commence à lui donner des repas spéciaux, et son ami s'appellera Poncho. Ça devient son compagnon fidèle. Faut savoir que cet oiseau, il va jouer un rôle crucial dans la survie de José, car sa présence, ça lui offre une source évidemment de réconfort, et ça lui permet de ne pas se sentir seul. Attention, faut pas avoir trop faim, parce que l'oiseau, il peut vite passer à la casserole. Ah ouais, non mais c'est terrible, en fait, j'avais oublié, mais il finit par le manger parce que il avait pas assez de nourriture. Donc il a mangé Poncho, quoi, parce qu'il avait trop faim. C'est comme si vous deviez manger votre chat ou votre chien, quoi. C'est hyper triste, j'ai envie de pleurer. Bon, José, lui, il a pas grand chose à faire, il passe ses journées à pêcher, mais aussi à subir ses hallucinations absolument incroyables, et se reposer sous sa glacière pour échapper au soleil. À plusieurs reprises, il va apercevoir des bateaux à l'horizon, principalement des porte-conteneurs absolument colossaux, mais malgré ses efforts, personne ne le voit. C'est seulement en janvier 2014, soit 438 jours après son départ, que José va apercevoir enfin ce qu'il a tant espéré pendant plus d'1 an, la terre ferme. Son bateau extrêmement endommagé a dérivé vers le sud, jusqu'à un coin isolé des îles Marshall, à environ 9700 km de son point de départ. 9000 km, c'est quoi? C'est la traversée de l'Atlantique à peu près, c'est ça? Zéro émission de CO2, les amis, hein. C'est Greta Thunberg qui serait content. À ce moment-là, quand il voit la Terre, il va sauter dans l'eau pour aller vérifier que c'est pas une hallucination et que c'est bien la Terre qu'il voit. Il va nager comme ça jusqu'au rivage. Et sans le savoir, il va échouer sur Thiel, l'un des 22 îlots de l'atoll d'Edbon, faisant partie des îles Marshall. Et il a eu de la chance parce que Thiel est habité. Vous avez d'autres îles comme ça qui sont complètement inhabitées. Faut savoir qu'il est quasiment nu et totalement affaibli. Il va ramper à travers des restes de noix de coco jusqu'à la maison d'Emi Libokmenko. C'est elle qui va le repérer la première et elle entend ses appels à l'aide. Elle va lui administrer les premiers soins tandis que son mari part chercher des secours. Évidemment, la police, elle est complètement stupéfaite d'entendre son récit. Elle pense que José était mort depuis plus de 1 an. Pourtant, il est en vie dans un état relativement bon compte tenu de sa situation. Il est pas totalement pourri en train de se liquéfier. Il a réussi à manger, se protéger du soleil, donc ça va. Il a dû perdre 80 kilos, mais ça va. Ça peut être un peu laxatif, le sang de tortue, oui. Et je ne vous parle pas des tenders de mouette, hein. Évidemment, ses parents et sa jeune enfant sont très contents de le retrouver. Tout le monde le pensait cané au fond de l'océan, bouffé par les poissons. Sauf que José, c'est un coriace. Son employeur, il est également soulagé d'apprendre qu'il est vivant. Et du coup, est-ce qu'il doit lui payer tout ce temps passé en mer? Parce que finalement, c'est un accident de travail, c'est du temps de travail. Son patron lui dira même qu'il a organisé une équipe de recherche pour le retrouver, sauf que la tempête avait tellement réduit la visibilité que personne ne pouvait les voir. Et quand la tempête s'est calmée, tout le monde avait déjà perdu espoir de les retrouver. On va quand même l'administrer en soins intensifs, donc il n'était pas non plus dans une forme olympique, hein, on va pas se mentir. Il lui faudra 11 jours pour se stabiliser. Son corps est très amaigri, mais relativement bon. Ses jambes sont gonflées et il souffre d'anémie sévère. Pas beaucoup de fer dans le sang de tortue, hein. Faut créer une boisson Turtle Blood, ce serait incroyable. Non, c'est tellement mignon les tortues. Laissez les tortues tranquilles. Bon, les médecins, ils vont suspecter une infection du foie causée par des parasites résultant de la viande crue qu'il a consommée. Comme dans les sashimi, je crois que vous avez des parasites dégueulasses là si c'est mal fait. En plus de ses problèmes de sommeil et de son incapacité à rester seul, il va évidemment développer une peur intense et viscérale de l'eau. Il ne veut plus foutre un pied sur l'eau. On peut le comprendre. Évidemment, son histoire, elle va faire rapidement le tour du monde. Elle va attirer l'attention des médias et des producteurs. Il y a un peu un revers à cette histoire, c'est que beaucoup de gens vont être sceptiques par rapport au récit de José. On va tout simplement le traiter de mytho. Alors au début, vous avez peu de gens qui croient au récit de José. C'est tellement hallucinant qu'ils se disent mais c'est pas possible. Le mec a pas pu manger comme Pueblo, comment il s'appelait? Poncho. Les gens disent c'est pas possible. Alors ils pensent ça parce qu'il semble un peu trop en forme pour avoir passé plus d'1 an en mer dans des conditions absolument atroces. Certes, il est maigre, avec des cheveux en bataille et une très longue barbe. Sa peau elle est abîmée par le soleil et l'eau salée, mais les gens s'attendaient à revoir littéralement un cadavre débarquer, hein, un mec tout sec.
pas vraiment. Les médecins pensent même qu'il aurait dû souffrir du scorbut à cause du manque de vitamine C, sauf qu'il présente pas tous ces symptômes qui sont normalement habituels de quelqu'un qui est resté très longtemps en mer comme ça. Pourtant, vous avez d'autres médecins qui vont dire que la viande d'oiseaux et de tortues de mer, elles contiennent en réalité de grandes quantités de vitamine C. D'autres experts maritimes vont souligner que José devrait avoir suivi une trajectoire extrêmement précise pour atteindre les îles Marshall, qui est quasi impossible sans système de navigation ou mécanisme de direction. Et pourtant, une étude réalisée par l'université d'Hawaï, non mais tout le monde s'y met, hein, les gens ne veulent pas y croire. Donc l'université d'Hawaï, à l'aide d'un modèle numérique, valide la crédibilité de son récit, aurait bel et bien pu le diriger vers cette île. En avril 2014, il va même passer au détecteur de mensonges, les gars, personne le croit, hein, c'est incroyable. Il va réussir à 100% les tests. Bon, ça a la valeur qu'on connaît, mais voilà. Plus tard, José se rend au Mexique pour rencontrer la famille de son collègue qui était décédé, tout ça pour leur raconter en personne les circonstances de la disparition de leur fils. Il va s'y rendre avec son avocat, qui est également son ami d'enfance. Figurez-vous que la famille de son collègue, là, qui est mort, eh ben, elle va pas être contente. La famille l'accuse de ne pas avoir jeté le corps de leur fils par-dessus bord, mais plutôt de l'avoir mangé. Alors là, il y a un nouveau drama qui s'ajoute encore une fois, hein. Ça n'arrête pas. L'avocat de José, il dément vigoureusement ces accusations, et José, il va même passer une nouvelle fois au détecteur de mensonges pour prouver que ce qu'il dit est vrai. Apparemment, José, à cause de ça, il a des problèmes de justice, il va rompre son contrat avec l'avocat actuel qui est son ami, il va se faire représenter par un énorme cabinet américain. Mais là, son avocat avec qui il a rompu le contrat, il est pas d'accord, il va dire non, gros, t'as rompu le contrat de manière abusive, tu me dois $1 million. Donc José a survécu 1 an et demi en mer en mangeant des steaks de mouette, du jus de tortue probablement avarié, et là, il est en train de se faire enfiler par la totalité des avocats du monde. C'est Johnny Lapoisse. Comble du comble, cet avocat qui est pas content, il va devenir l'avocat de la famille qui accuse José d'avoir mangé leur enfant. Je vous dis, c'est un délire. C'est un délire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette histoire, elle a généré beaucoup de thunes à cause de films, de reportages et tout. Et donc, tout le monde voulait sa petite part du gâteau. Et oui, cette histoire, elle va attirer l'attention de beaucoup de monde, et vous avez des cinéastes, des auteurs et des journalistes, et notamment celle d'un grand éditeur, qui a finalement acquis les droits sur l'histoire de José. Donc José a touché un peu de bibi, quoi. Alors sur le fait qu'il ait mangé son comparse, il y a encore un grand débat là-dessus. Bien que les détails exacts de sa survie en mer restent en partie entourés de mystères, José, il a principalement attribué sa survie à sa pêche et à l'eau de pluie. Évidemment, s'il a damé son copain, pourquoi il le dirait, quoi. Il a même sorti un livre qui s'appelle 438 jours. Il nie avoir mangé son copain. J'adore cette phrase. Ça pourrait être le titre d'une de mes vidéos, hein, vous me connaissez maintenant. Il a mangé son copain. Bon, il a quand même mentionné avoir trouvé plusieurs corps flottants dans l'eau. Ces déclarations ont donc conduit à des spéculations et des interprétations variées de la part des médias, qui va créer une controverse un petit peu autour de l'expérience, mais au final, qui sommes-nous pour le juger? Le mec s'est perdu en mer, il avait plus à manger, son copain il est mort. Il y a un steak géant là qui t'attend. Forcément, vous êtes chez vous, il y a un Intermarché à 100 mètres, vous ouvrez un frigo, il y a 3 poulets, t'es en pleine mer, t'as pas mangé depuis 2 mois, il est possible de prendre une petite tranchette. Je dis pas non. On peut pas savoir en fait, on peut pas juger, on peut pas savoir. En plus c'est peut-être très bon, hein, je sais pas, non, je rigole. Bon, évidemment, on va retrouver aucune preuve du cannibalisme supposé, et donc il y a tout plein de récits qui vont sortir et tout plein de théories. Alors à ce jour, José, il a repris une vie totalement normale entouré de sa famille, loin des médias et de son histoire, mais extrêmement près de son compte en banque maintenant.